Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Éric Maisonneuve qui vient nous parler du réseau Homme Québec. On aura à l'Espresso et à l'Espresso allongé le sujet de la télépathie. Plus tard à l'émission, en début de deuxième partie, notre chroniqueuse Ève Cardinal nous amène son sujet, le vieillissement en santé mentale. Alors tout ça dans le rendez-vous de Folie douce de cette semaine. On commence en chanson avec L'amour le jour et le groupe se nomme Le Couleur. Depuis maintenant 25 ans, Folie douce démystifie les problématiques de santé mentale. C'est avec plaisir que j'accueille mon invité qui est Éric Maisonneuve. Bonjour, Monsieur Maisonneuve. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc président du réseau Homme Québec. On va parler de ce réseau-là, justement, qui existe quand même depuis longtemps. Et on va parler aussi un peu de la condition des hommes et tout ça aussi en rapport avec la santé mentale. Notre émission étant le sujet sur la santé mentale. Puis comme c'est vaste, la santé mentale, ben ça touche les hommes et c'est aussi très tabou, le côté homme et santé mentale. Donc d'abord, peut-être, M. Maisonneuve, on aimerait ça situer un peu le réseau Homme Québec. Ça existe depuis quand et pourquoi avoir fondé ce réseau-là? En fait, le réseau Homme Québec a été fondé en 1992 à l'initiative de Guy Corneau, auteur, conférencier assez reconnu au Québec et en France et un peu partout. Oui. En fait, il n'a pas fondé ça seul. Il a démarré un groupe, si on veut, un groupe d'hommes. Je pense qu'ils étaient une vingtaine à l'époque. L'idée, je pense que c'était d'amener les hommes à développer des habiletés pour s'exprimer entre eux, exprimer leurs émotions, leur vécu affectif, etc., etc. Ouais. Et on se recule, donc ça a été fondé en 2012, il n'y a pas loin de 25 ans, donc à ce moment-là, c'était encore plus tabou que ça l'est aujourd'hui. Donc c'était très innovateur à l'époque où ça a été créé, mis sur pied par Guy Corneau. Et puis, je suis bien heureux d'en être le président aujourd'hui, puis de savoir qu'on est encore là pour répondre aux besoins des hommes à cet égard. Il y avait probablement rien qui existait ou à peu près pas là, quand un homme est en détresse ou qu'il y a des différentes problématiques, à qui il en parle, comment il se reconnaît, c'est ça? Exactement. Puis pour nous situer dans le temps, en fait, à l'époque où Guy Corneau a créé le réseau Homme Québec, il était relativement présent sur les ondes, notamment les émissions de Jeannette Bertrand. Oui, c'est vrai. Parler pour parler avec un grand A. Donc, et c'est à l'entour de cette table-là, souvent qu'il a amené des groupes d'hommes autour d'une table à l'émission de Jeannette Bertrand pour parler en eux. Et à ce moment-là, je me souviens, j'étais relativement jeune à l'époque, mais je me souviens que ça faisait parler dans les chaumières. Oui, absolument. Que de voir des hommes s'exprimer, même des hommes qui pleuraient parfois, ça mettait bien des gens mal à l'aise à cette époque-là. Aujourd'hui, je pense qu'on accepte mieux et on tolère mieux de voir un homme pleurer, mais à l'époque, c'était encore très tabou, effectivement. En faisant le réseau, donc, le but pour faire ce réseau-là, est-ce que c'est de créer des groupes un peu partout au Québec? C'est quoi le but principal? En fait, l'objectif, effectivement, c'est de développer et de maintenir, si on veut, un réseau de groupes d'hommes, donc des groupes de parole et d'écoute. Ouais. On a des groupes un peu partout dans les régions du Québec. On aimerait être présent dans toutes les régions du Québec, pardon. Et ce qui distingue le réseau Homme Québec, c'est qu'on n'est pas des intervenants. Il n'y a pas de travailleurs sociaux, des psychologues qui interviennent auprès des hommes. Nous sommes tous des hommes égaux, si on veut. Et à l'intérieur du groupe, on parle souvent de co-gestion où chaque homme est co-responsable de la gestion du groupe. Donc, il n'y a pas de relation d'intervenant avec un patient ou un client, des choses comme ça. C'est des relations d'égal à égal pour permettre aux hommes de se sentir bien à l'aise, d'exprimer leur vécu affectif, etc. Et tout en étant écoutés par les autres hommes qui, eux, ont le mandat pendant ce temps-là de ne pas porter de jugement. Et donc, souvent, on a tendance, quand on parle de l'idée de ne pas porter de jugement, il y a bien des gens qui disent « Ah ben moi, j'en porte pas, je juge pas les gens, mais en fait, moi, je suis d'avis qu'on juge toujours les gens. » Et ça prend vraiment de la pratique et il faut développer ces habiletés-là pour être en mesure, effectivement, surtout d'écouter un homme qui parle de son ressenti, de son vécu. C'est relativement difficile parfois de ne pas porter de jugement. Et c'est ce qu'on essaie d'amener les hommes à faire à l'intérieur des groupes du réseau Homme Québec. C'est un peu comme l'écoute téléphonique, quand on a les lignes d'écoute, mais sauf en personne, d'avoir des gens devant soi. Puis, exactement. Mais est-ce qu'il faut quand même que quelqu'un ait le lead, comme on dit? Donc, si il y a comme pas de... tout le monde est égaux, là, mais... En fait, au démarrage d'un groupe, il va y avoir un parrain
qui va aider au démarrage du groupe, pardon. Ouais. Et c'est le parrain qui va avoir la responsabilité justement d'établir les modes d'expression de soi, parler en jeu, exprimer son ressenti, pour ne pas tomber dans le placotage, si on veut, et le cabotinage non plus. Ouais. Donc, c'est le parrain qui va veiller à mettre en place, à instaurer les modes d'expression de soi d'une part, puis les modes d'écoute aussi. Je faisais allusion à l'écoute sans jugement. Un autre élément qui est assez important, c'est qu'il ne faut pas non plus donner de conseils. Souvent, quand on entend un homme s'exprimer sur des difficultés, souvent parce qu'on a vécu quelque chose de semblable, on a tendance à vouloir donner des conseils. Ouais. Et le parrain va être là justement pour dire non. On n'est justement pas ici pour donner conseil, pour permettre à l'homme de s'exprimer librement, sans jugement, et il n'y a pas de conseil à donner. On ne fait qu'écouter l'homme, et l'homme, quand il a cette liberté-là et cet espace-là pour s'exprimer, ça va lui permettre de s'exprimer et peut-être d'aller au fond de lui-même, s'il n'y a pas d'intervention et d'interférence dans sa parole. Le parrain, c'est un membre de longue date, probablement qu'il y a une expérience. Exactement, c'est ça qui a été formé. On donne des formations aux parrains, justement, pour les habiliter, ces gens-là, à démarrer des groupes pour faire en sorte... l'idée étant habituellement, on va parler d'une dizaine de rencontres avec le parrain, après quoi le groupe devient vraiment autonome, et là, c'est le mode co-gestion qui s'applique, à savoir qu'il n'y a plus de parrain, il n'y a plus de leader, si on veut. C'est vraiment chacun à tour de rôle qui va animer une soirée, par exemple, et qui va décider du thème, etc. Le réseau Hommes Québec, est-ce que au réseau Hommes Québec, on a pu découvrir, est-ce que les hommes ont plus de difficultés à s'exprimer? Il y a souvent des clichés, ou en tout cas peut-être des préjugés, s'ils sont vrais ou pas, comme quoi les hommes parlent moins, les femmes ont plus tendance à parler. Est-ce qu'on en est venu à cette conclusion-là? Je pense que c'est largement documenté, en fait. Les faits que les hommes vont être plus propices à s'isoler, par exemple. Ils vont avoir souvent un réseau social qui va être plus limité que les femmes. D'ailleurs, au niveau des groupes de femmes, il y a une panoplie de groupes de femmes qui existent au Québec comme partout ailleurs, et il y a relativement peu de groupes d'hommes qui existent, et surtout qui sont exclusifs aux hommes. Fait qu'effectivement, je pense que ça répond à un besoin, c'est-à-dire que les hommes, en tout cas les hommes de ma génération et des générations précédentes, on ne nous a pas enseigné ou éduqués à exprimer nos émotions, notre ressenti. Au contraire, je dirais, fait qu'effectivement les hommes ont relativement une certaine difficulté à s'exprimer, mais quand on les accompagne et qu'on leur donne un espace où ils sentent qu'ils peuvent le faire sans être jugés, là je pense que les hommes sont quand même, tout le monde a l'habileté et la capacité de le faire. Il s'agit de mettre l'environnement en place pour permettre à l'homme de le faire en toute liberté. Oui, donc finalement, c'est juste d'assurer une bonne condition, un lieu, un endroit, des gens qui sont vraiment à l'écoute et comme vous disiez, sans jugement. Donc, ça permet en tout cas de laisser peut-être sortir là, qu'il faut s'exprimer. Là, c'est ça, parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui peuvent être en bonne santé, et je veux dire, être relativement heureux et leur vie va bien. Donc, il y a des hommes qui peuvent s'exprimer sur leur succès, sur les belles choses qui leur sont arrivées dans les derniers temps. Des fois, c'est des hommes qui ont des difficultés ou des souffrances ou qui ont vécu des séparations, des choses comme ça, ça peut être plus difficile pour eux de s'exprimer. Mais cela étant dit, justement, quand on met en place quand on est entouré d'hommes qui écoutent, qui ne portent pas de jugement, qui ne donnent pas de conseils, habituellement, ça permet à l'homme de s'exprimer assez librement. Il y a des hommes qui ne s'en sentent pas capables au départ, mais habituellement, quand ils voient les autres hommes s'exprimer, ça suffit à permettre à chacun des hommes qui sont au sein du groupe de s'exprimer à tour de rôle, par exemple. On a souvent entendu parler dans les médias, par exemple, quand on parle de garde d'enfants, c'est souvent une problématique où les hommes, jusqu'à... Peut-être maintenant c'est moins pire, mais à une certaine époque, c'était souvent l'homme qui était un peu mis de côté. Puis ça causait des problèmes. Je me demande, c'est une problématique qui revient dans les groupes. En fait, c'est possiblement une problématique qui revient. Je suis un peu moins familier avec ça, dans le sens où au Réseau Hommes Québec, on n'est pas là non plus pour défendre la condition masculine. Il y a des groupes, il y a des entités qui existent pour ça. Puis je comprends très bien, j'en ai entendu parler à maintes reprises, justement, dans les décisions de cours, par exemple, en lien avec la garde des enfants. Donc, il y a des hommes qui peuvent ressentir des difficultés ou des émotions en lien avec leur situation, mais le Réseau Hommes Québec ne va pas adresser, à proprement parler, ces items-là ou ces thèmes-là de façon particulière. Nous, on s'adresse aux hommes et on demande aux hommes d'exprimer leur vécu, leur ressenti, et si c'est ça qui se trouve au moment de s'exprimer, ben c'est ça qui va sortir. Donc, il y a autant de sujets, finalement, c'est ça, l'idée, c'est le but ultime, c'est de dire, exprimons-nous,
Gardons pas ça en soi, parce que ça explose. Hein, c'est très... Ça implose, on pourrait dire. Ça implose, c'est ça. Ça peut être très dommageable pour la société ou pour la personne elle-même, ou son entourage. Mais pour sa santé mentale. Oui, en fait, exactement. On parlait de santé mentale tantôt, avant d'entrer en onde, et moi, je crois fermement à ça, la santé mentale, à l'effet que c'est très tabou. Je pense en général, c'est tabou, peut-être encore plus chez les hommes. Puis j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est l'Association québécoise en santé mentale qui, dans son slogan, il y a quelques mois, le slogan, c'était quelque chose comme « Tout le monde a une santé mentale ». Faut pas se leurrer, la santé mentale, c'est pas juste l'affaire des handicapés mentaux, des gens qui sont aux prises avec des problèmes de dépression, des choses comme ça. Nous avons tous une santé mentale et il n'y a pas grand monde qui est à 100% au niveau de la santé mentale. Je pense qu'on a tous des difficultés à des degrés variables. Effectivement. Puis le fait de s'exprimer, je pense que ça peut permettre aux hommes d'améliorer leur santé mentale, façon de parler. Ça, c'est une chose aussi dans les statistiques, c'est documenté aussi que les hommes consultent moins pour la santé mentale, vont moins s'informer, vont plus garder ça en soi, vont souvent pas être diagnostiqués ou de mieux se connaître finalement de leur état. Alors, j'imagine que ça peut permettre aussi ça, les groupes de... Oui, puis d'ailleurs, il y a des études qui sont sorties l'année passée, justement, c'était une métasynthèse de tout ce qui avait été fait comme étude sur les hommes depuis les 40 dernières années, si je me trompe pas. Puis il y avait un certain paradoxe à l'effet que les hommes sont très préoccupés par leur santé quand on leur pose la question. Par contre, ils vont pas chercher les services. Ils vont pas voir le médecin, ils vont pas aller voir le docteur, ils vont pas aller voir le psychologue si on a des problèmes, parce qu'on a été éduqués, pour les gens de ma génération, on va se reconnaître, on est capable tout seul. Hein, l'homme, je pense que l'homme est capable tout seul. On s'est fait dire qu'être un homme, c'était d'être capable tout seul, de se débrouiller tout seul, de pas avoir besoin d'aide. Fait que je pense que collectivement, on porte encore cette valeur-là, ce bagage-là, et ça fait en sorte que les hommes ne vont pas solliciter les services. Donc, le Réseau Homme Québec, justement, permet à ces hommes-là, justement, à défaut d'aller chercher les services d'un professionnel, mais au moins d'avoir un espace pour s'exprimer. Mais des fois, ça peut pallier à d'autres interventions qui seraient nécessitées, qui deviendraient nécessaires ultérieurement, par exemple. Puis on dit souvent que en parlant de son vécu, en étant libre de parler puis en se sentant pas jugé, on va souvent trouver soi-même des solutions. Fait que ça peut certainement pas nuire. Non, absolument. Puis des fois, quand on le vit au sein d'un groupe, des fois, on va trouver nous-mêmes, lorsqu'on s'exprime, on va trouver nos propres solutions à l'intérieur de soi. Puis quand on écoute un autre homme s'exprimer, nécessairement, c'est le reflet de soi-même. Hein? Quand on écoute un autre homme s'exprimer, des fois, c'est là qu'on va répondre à nos propres questions. Ça va nous toucher, ça va nous faire réveiller. Ça va nous toucher, ça va refléter une part de ce qui nous habite en nous quand on écoute un autre homme parler. Fait que c'est aussi, la richesse provient pas juste de l'expérience qu'on vit lorsqu'on s'exprime, mais beaucoup dans l'écoute de l'autre aussi. Il y a un grand bénéfice, puis ça coûte pas grand-chose, entre guillemets, ça coûte du temps, puis ça coûte de la bonne volonté. Exactement. Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens qui nous écoutent puis qui veulent participer à un groupe, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est centralisé, l'information? En fait, on a des bénévoles dans les différentes régions du Québec. Donc, il y a un numéro de téléphone, ce qu'on peut appeler. On tombe sur une boîte vocale et là, on va vous référer au coordonnateur régional qui, lui, va vous informer sur le démarrage de nouveaux groupes. Il peut y avoir des groupes ouverts où est-ce qu'on va accueillir des hommes qui sont pas nécessairement membres, mais qui voudraient savoir un peu comment ça se comment ça procède et comment ça fonctionne. Puis j'en profite pour donner l'exemple à Montréal. Donc, à la base, le Réseau Homme Québec, ce sont des groupes de parole et d'écoute. Et nous, on démarre à Montréal des groupes à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un espace pour la parole et l'écoute, on va annexer des activités complémentaires qui doivent contribuer à la santé et au bien-être des hommes. Mm-hmm. Donc, en plus d'avoir un espace-temps pour parler et écouter, ben on pourrait faire une randonnée pédestre, par exemple, ou une randonnée en vélo, ou une activité qui est bonne pour la santé, quelque chose comme ça. Ce qui est bien, là, qui crée une espèce une certaine amitié, ou en tout cas une... Exactement. Puis des fois, le fait de sortir à l'extérieur, par exemple, pour faire une randonnée, parce que quand on veut parler et écouter, on a besoin d'un espace relativement intime, souvent à l'abri des regards et des interférences. Tandis que là, si on se donne la permission de faire une randonnée pédestre, on n'aura peut-être pas le même entourage, le même environnement, la même sécurité. Par contre, on peut aller ailleurs et apprendre à connaître les hommes à l'extérieur de cet espace-là. Puis ça peut venir enrichir la relation à l'intérieur du groupe. Effectivement. En terminant, c'est fort intéressant, M. Maisonneuve. En terminant, j'aimerais ça qu'on mentionne les coordonnées. Il y a bien sûr toujours le site web qui est un endroit où on peut en apprendre beaucoup. Donc, quel est-il? Exactement. Donc, toute l'information, effectivement, est disponible sur notre site web. C'est au www.rhquebec.ca, donc comme réseau hommequebec.ca. On est aussi disponible sur Facebook. Donc, si on cherche Réseau Homme Québec sur Facebook, vous allez trouver ça. Et il y a un numéro de téléphone sans frais partout au Québec, qui est le
1-877-908-4545. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et bonne continuité avec toutes vos activités. Merci de l'invitation, puis au plaisir. Merci, au plaisir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez participer à Folie douce, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous téléphoner à notre boîte vocale au 514-990-9604, le 514-990-9604. Nous y allons maintenant avec notre bloc espresso, un moment toujours intéressant pour Pierre et pour Ghislain, puisque vous participez plus ardemment. C'est là qu'on parle. C'est ça, vous parlez un petit peu plus dans l'émission. Donc aujourd'hui, Pierre, le sujet que tu nous amènes, c'est la télépathie. Tu ne l'avais pas, on l'avait pas reçu dans nos idées. Tu l'avais deviné, je pense. Ouais, pas tout à fait, mais peut-être on pourrait retravailler ça. Là. Oui, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé par le passé, mais il y a, on pourrait croire que la télépathie, mais c'est un peu ésotérique, ouais. Mais en fait, il y a des études sérieuses qui ont été faites là-dessus et par des psychologues et des gens de science. Chercheurs. D'universités réputées puis d'endroits réputés. Oui, ouais. oui. La télépathie, ben, ouais. Alors, là, je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur Internet, écrit par M. Éric Pigani. Ou Pigani. Il est psychothérapeute et parapsychologue et auteur. Et il nous dit, de nombreuses études l'ont démontré, chacun de nous pourrait communiquer à distance s'il laissait tomber ses défenses. Mais comment fonctionne la télépathie? Son mécanisme reste encore un mystère pour la science. Et c'est Nicole maintenant qui parle. Elle nous dit, nous étions à la maison avec quelques amis au cours d'une émission télévisée. Il était 17 heures. Tout d'un coup, je me suis levé en m'écriant, il est arrivé quelque chose à Brigitte. C'est ma fille qui habitait en Hollande. Elle était enceinte de 7 mois. Tout le monde a essayé de me calmer. Rien n'y faisait. J'ai appelé chez elle, personne. J'ai téléphoné partout, y compris à l'ambassade de France, pour demander le numéro de tous les hôpitaux. Finalement, mon gendre a réussi à nous joindre. Il m'a expliqué que Brigitte allait bien, qu'elle venait d'accoucher prématurément d'un petit garçon. À 17 heures exactement, bousculée par le chien, elle était tombée dans l'escalier. Coïncidence? Hasard? Non, c'est un phénomène typique de télépathie. Ce terme forgé en 1882 par le chercheur britannique Frederick Myers signifie « sensation à distance ». Contrairement à ce que l'on croit, la transmission de pensée, genre de communication très controversée, ne se limite pas à des idées ou des images qui passent dans la tête. C'est souvent tout notre corps qui est un récepteur. Surtout dans le cas de personnes proches, comme mère ou fille, là, des fois, il y a comme quelque chose de plus fort. Hein. Semble-t-il aussi que ça existe souvent entre les jumeaux identiques. Oui, aussi, c'est ça. On pourrait revenir là-dessus. Ouais. Un exemple historique, celui de Gali Marié, cette cantatrice, créatrice du rôle de Carmen dans le célèbre opéra de Georges Bizet, était sur scène le soir du 2 juin 1875. Soudain, elle cessa de chanter. Elle venait de sentir comme un coup de marteau dans son cœur. En regagnant sa loge, elle annonça que quelque chose venait d'arriver à Bizet. Au même moment, le compositeur avait eu un grave problème cardiaque. Il mourait 2 heures plus tard. Cette qualité physique du phénomène a valu l'un des chapitres les plus méconnus de l'histoire de la psychologie française, les groupes d'entraînement à la télépathie. Au cours des années 60, le psychologue Henri Marcotte a mis au point la télesthésie, méthode qui permet de prendre conscience du champ sensoriel de notre corps, puis de le contrôler pour apprendre à transmettre et à recevoir des informations par la pensée. C'est quand même un phénomène plutôt rare. Y crois-tu, toi, Ghislain? Moi, je suis pas mal sceptique. Je suis pas beaucoup dans la. Je peux pas dire que ça peut pas arriver, là, mais je suis pas quelqu'un qui est grand croyant. Ça reste mystérieux, oui. Donc, ce monsieur Marcotte disait, participer à de tels groupes peut paraître étrange, pour ne pas dire totalement inavouable. Aujourd'hui, Monsieur Johar Si Ahmed, qui est psychothérapeute, a proposé ce travail. Pourtant, il ne s'agit que de désinhiber une faculté que nous possédons tous et qui, grâce à un extraordinaire pouvoir d'ouverture de la conscience, peut apporter bien des avantages au quotidien. Mais serions-nous donc tous télépathes?
Actuellement, oui. En tout cas, le phénomène a fait l'objet d'études scientifiques poussées dès la fin du 19e siècle. L'un des premiers grands ouvrages historiques de la parapsychologie scientifique date de 1886. Il regroupe plus de 700 cas analysés sur les messages télépathiques de personnes mourantes à leurs proches. À partir des années 30, les chercheurs ont voulu vérifier si la télépathie était bien une capacité commune à chacun d'entre nous et s'il était possible de la reproduire en laboratoire de façon contrôlée. Pendant des années, les parapsychologues responsables de départements universitaires ont invité des milliers de personnes à participer à des séries d'expérimentations avec des protocoles de plus en plus rigoureux et qui demandaient des calculs statistiques toujours plus précis. Aujourd'hui, l'existence de cette faculté paranormale, ou ce qu'on appelle psy, est officiellement et scientifiquement prouvée. C'est ce qu'on prétend. En 1997, l'ingénieur et psychologue américain Dean Radin publiait une étude sur toutes les expériences de parapsychologie menées depuis le début du siècle. Il a recensé ces 20 dernières années 2549 séances de télépathie réalisées selon un protocole déterminé et démontre que ces expériences ne sont pas des accidents ni des élucubrations d'illuminés. Alors, je reviendrai. Oui, à la demande générale, on va poursuivre tout ça. C'est toujours intéressant de garder le sujet. C'est un très bon sujet, la télépathie à Folie douce. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. C'est avec plaisir que je reçois à nouveau notre amie, notre collaboratrice Ève Cardinal. Bonjour. Bonjour Yvan. Bonjour, bienvenue encore une fois dans nos studios, nos chics studios à Radio Centre-Ville. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Ben oui, c'est toujours un plaisir. Tu amènes toujours des sujets intéressants aussi, des sujets actuels et le côté féminin qui manque quelquefois à notre équipe. On est quand même plus masculin de ce côté-ci, donc c'est intéressant ce que tu amènes. Et là, ce ne sera pas nécessairement le cas, mais quand même ta touche féminine quand même amène un élément, un plus à l'émission. On va parler un peu du vieillissement et un peu des difficultés psychologiques ou psychiatriques qui peuvent en découler, un peu tout ça. Donc, faire un peu un portrait là, de ce côté-là. On n'en parle pas tant que ça. C'est un peu, des fois, tabou, la santé mentale ou les problèmes psychologiques chez les personnes plus âgées. Donc, comment tu veux amorcer on a quand même plusieurs minutes pour échanger sur le sujet. Bien, et pourtant, oui, c'est quand même un peu tabou, même des fois beaucoup tabou. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur l'aspect sociologique du vieillissement, Yvan. Les opinions sur le vieillissement, elles varient beaucoup parce que c'est pas les mêmes partout. Hein. Il y a des différences au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau de la façon de penser des populations. Et c'est un point important à souligner parce que l'image de la vieillesse se trouve transformée du même coup. Donc, le regard que la société pose sur la vieillesse se retrouve transformé en raison de ces facteurs-là. Et dans les sociétés traditionnelles, par exemple, la personne âgée, la personne vieille, entre guillemets, était considérée comme... c'est un privilège d'être vieux, entre guillemets. On était sage, on avait l'expérience. Et dans notre société actuelle, le phénomène de vieillissement est relativement nouveau pour la simple et bonne raison que l'on vit plus longtemps et plus longtemps en santé. Donc, dû à ça, effectivement, il y a plusieurs aspects sociologiques et psychologiques qui se rajoutent au phénomène, entre guillemets, au phénomène de vieillir dans notre société moderne. Est-ce que ça se peut qu'aujourd'hui, c'est souvent ce que je me posais comme question, les gens, des fois, refusent ou en tout cas acceptent pas de vieillir, beaucoup moins qu'auparavant. On dirait avant ça, les gens se posaient pas trop de questions, puis aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui, on veut toujours rester jeune et on mourra jamais, on va être éternel. Et il y a comme ce sentiment-là de dire, ben qu'est-ce que je peux faire pour rester en vie puis rester jeune? Là? C'est un peu comme l'obsession d'une société. Hein? Bien, c'est une société, premièrement, qui a très peur de la mort, qui a peur du vieillissement. On est une société surtout, occidentale, mais quand même, c'est à l'échelle quand même mondiale, très axée sur l'éternelle jeunesse, comme tu dis. Donc, le culte de la beauté et de la jeunesse. Donc, dans ce contexte-là, et étant donné aussi que les personnes vivent encore plus vieux, le concept d'être âgé devient un concept de fardeau.
le fardeau pour la société, le fardeau pour les familles, l'inquiétude aussi avec une population vieillissante de savoir comment on va faire pour les aider ou pour les soutenir. Dans le cas il va y avoir de plus en plus d'achalandage, disons, dans les hôpitaux. Donc, ça devient tabou parce que les personnes, puis ça, c'est pas nécessairement la société qui juge ça comme ça, bien que malheureusement, ça soit parfois souvent le cas. Mais même les personnes âgées elles-mêmes développent un sentiment de culpabilité en ayant peur, justement, de vieillir et de devenir un fardeau pour leur famille et pour la société en général. Et c'est aussi le tabou de la perte d'autonomie. Hein. Il n'y a personne qui souhaite ça, être obligé de dépendre de quelqu'un pour aller faire ses besoins ou pour se laver. Si on regarde juste, là, je lève le nez de mes notes qui sont plus théoriques, mais si on regarde les informations, les nouvelles, on voit ça souvent là, dans les CHSLD. Je veux dire, c'est pas jojo. Psychologiquement, de se sentir dépendant dans son intimité ou dans son corps, ce qu'on a de plus précieux, là, finalement, dans sa dignité. Et d'avoir un autre point, c'est, comme tu disais, c'est d'être un fardeau, parce que les gens sont peut-être pas nécessairement habitués de demander de l'aide, de demander d'être aidés. Il y a moins cette aisance-là, peut-être qu'il y avait autrefois, où les gens avaient moins peut-être de barrières par rapport à la demande d'aide là, des proches, ces choses-là. Donc. Mais avant, justement, comme tu le dis si bien, dans les sociétés plus traditionnelles, on vivait en collectivité. Donc, les voisins ne cognaient pas, venaient chez vous quand tu avais besoin d'aide. Les personnes âgées avaient ce statut-là de beaucoup plus de respect avec l'âge et la sagesse. Maintenant, on est dans une société extrêmement individualiste. Alors, c'est le chacun pour soi. Donc, le concept, comme tu dis, d'aller demander de l'aide, c'est pas quelque chose qui est inné. Et puis, en même temps, c'est presque renversé dans un concept d'orgueil. Donc, j'ai ma dignité, je ne demanderai pas de l'aide, ce qui est en soi qui peut causer une grande détresse psychologique parce que quand on commence à vieillir, donc automatiquement, physiquement, notre système s'affaiblit, on a des bobos, comme on dit en bon québécois. Donc, le concept de dépendance fait peur. Et fait peur, justement, pour soi-même, puis fait peur aussi aux autres. Ouais. Puis ça, on le dit pas haut. Il y a personne qui va aller dire « J'ai peur que mes parents vieillissent parce que j'ai peur de devoir m'occuper d'eux. » Parce que les gens ont peur de paraître sans cœur, et avec raison. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une crainte en tant que société, le vieillissement de la population, en ce sens que ces gens-là, il va falloir les appuyer, puis il va falloir aussi qu'ils se laissent aider. Donc, tout ça, ça crée beaucoup de conséquences et d'anxiété chez les personnes âgées à cause de ces raisons-là. Donc, ça crée de la détresse psychologique. Ça peut créer, encore une fois, on en parle souvent dans les autres chroniques, d'estime de soi. Donc, quand on vieillit, on perd notre autonomie, on peut perdre de l'estime de soi. Donc, c'est tous des facteurs qui vont ensemble, mais qui contribuent à faire boule de neige, puis qui peut entraîner effectivement des problèmes psychologiques assez sérieux chez le sujet. Oui. Et son entourage. Oui, est-ce qu'il y a des... je sais que, entre autres, les personnes âgées vont souvent être affectées par des deuils, parce que c'est souvent... la nature est faite comme ça. Là. Souvent, le conjoint de la personne va décéder, donc elle va avoir à vivre à la fois avec ça, à la fois avec son propre vieillissement, peut-être son manque d'autonomie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui reviennent du côté de quand on parle de gens plus âgés au niveau de la santé mentale ou au niveau des problématiques psychologiques? Bien, en fait, ça, effectivement, le fait si on vulgarise un peu, de voir tout le monde mourir autour de soi, ses amis, son conjoint, surtout, moi, je prends le simple exemple de ma grand-mère qui m'avait fait téléphoner à son amie pour voir si elle était encore vivante. Ah oui? Elle n'osait pas téléphoner. Pour ne pas avoir la mauvaise nouvelle, si c'était le cas. C'est vrai, ça. Pour voir si elle était encore la seule. Et là, je vous raconte une anecdote personnelle, mais ça, c'est la crainte aussi de rester seule. Là, il y a l'isolement. L'isolement, quand on parle, c'est un gros problème, je veux dire. À un moment donné, on a tous besoin... il y en a qui sont plus solitaires que d'autres, mais on a besoin de se sentir quand même... entouré, je dirais, à un moment donné, par la sémure et tout. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que pour les personnes âgées, sérieusement, la zoothérapie, ça peut vraiment être bénéfique parce que ça fait une présence, parce qu'on se retrouve isolé pour plein de raisons. Les gens, nos enfants, les enfants, les petits-enfants travaillent, ont leur vie. Le conjoint, souvent, bon, là, peut-être que maintenant, la génération de personnes âgées, ils vont souvent être divorcés ou, les temps ont changé. Ça va être une autre le conjoint n'est plus là. Donc, on se retrouve
oui, dans un sentiment d'isolement et même de honte parce qu'on veut pas, entre guillemets, achaler les autres avec nos problèmes, mais tout le monde a besoin de parler. Mais on en a besoin comme personne, c'est ça. Ces gens-là ont besoin de leur famille, mais ils veulent pas les achaler, ils comprennent qu'ils sont occupés, mais c'est difficile pour... C'est une grosse pression pour la personne. Puis, juste en quelques chiffres, Yvan, il y a plus de 20% des adultes de 60 ans et plus dans le monde qui souffrent d'un trouble de santé mentale. Donc, et aussi, il y a les facteurs neurologiques. Viennent des problèmes de santé mentale, par exemple, quand on est atteinte d'une dégénérescence neurologique ou d'une maladie comme l'Alzheimer, comme la démence. Donc, tout ça, c'est des problématiques neurologiques, mais qui engendrent aussi des problèmes de santé mentale, donc des maladies mentales qui sont reliées à tout ça. Donc, c'est quand même très complexe. Et le trouble qui est, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, mais c'est important de préciser, qui revient beaucoup chez les personnes âgées, c'est le trouble anxieux. Donc, la peur, la sécurité financière, la sécurité physique, l'isolement qui fait en sorte qu'on développe à ce moment-là des troubles anxieux. Et aussi, il y a une proportion plus accrue de personnes qui développent des problèmes d'alcool passé 60 ans par l'ennui. L'isolement, l'ennui, on est chez soi, on a moins... C'est moins connu, ça. Hein? Et c'est très tabou. Oui, très tabou, c'est ça. Les gens qui commenceraient à boire ou à avoir un certain problème avec l'alcool, justement, en vieillissant. Qui vient avec l'isolement. Donc, on se dit un petit verre par-ci, un petit verre par-là. La bouteille devient la meilleure amie. Et puis, c'est comme ça que les habitudes se développent et qu'on risque... je ne dis pas que, loin de là, que c'est toutes les personnes âgées qui ont des problèmes d'alcool, mais le risque de développer un problème d'alcoolisme devient plus accru après la retraite, notamment. Ça, c'est une notion qu'on n'entend pas souvent. C'est quelque chose d'assez nouveau. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des ressources spécialisées pour les personnes d'un certain âge, des personnes, je ne sais pas, à quel âge ça commence? Quand est-ce qu'on devient âgé, finalement? Écoutez, vous pouvez avoir une carte de la FADOC à passer 50 ans. Est-ce qu'à ce moment-là, on est âgé? Non, pour répondre à ta question, le principe de gérontologie, donc disons que si on est à l'hôpital et puis qu'on a besoin de soins, on va voir un gérontologue automatiquement et puis il y a des personnes qui sont dépassées par ça à 65 ans environ. Donc, le gérontologue est le médecin, en théorie, qui s'occupe des personnes âgées. Donc, ça va plus vite qu'on pense. Donc, oui, on est un aîné là, facilement à partir de 60 ans, mais il n'y a pas un âge barème, mais 50 ans, je trouve ça un peu jeune pour avoir une carte de la FADOC, là, mais tant mieux, hein, ça apporte certains avantages aussi. Il faut voir le côté positif. C'est déprimant. Disons que la plupart des gens de 50 ans ne seraient pas prêts à courir. Non, on ne court pas après. En tout cas, moi, il me reste un peu de temps, mais disons que ce ne sera pas la première chose que je vais faire quand je vais avoir 50 ans. Exactement. Puis aussi une autre problématique aussi, c'est que les troubles anxieux, là, j'ai parlé de l'alcool, mais il y a aussi la dépendance aux médicaments qui peut se développer. Donc, par exemple, on a des douleurs physiques, on prend des dérivés de morphine ou tout ça, donc ça peut développer des dépendances aux drogues et aux antidépresseurs. Ça, ils ont accès beaucoup. Tu sais, les personnes âgées ont l'impression que c'est juste ça, des médicaments. Une pilule, une petite granule. Il me semble que je connais pas j'arrive pas à voir quelqu'un d'âgé qui prend pas de médicaments. Il doit en avoir, là, mais il me semble que ce qu'on voit partout puis ce qu'on observe, c'est énorme, là, la consommation de médicaments. Puis je me demande des fois si c'est vraiment utile. Puis donc, éventuellement, ça crée une dépendance, comme tu dis. Hein. Mais on parle du côté sombre, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que, puis ça, je réfère les familles et les gens quand même à la FADOC, parce que de plus en plus, au niveau de la littérature, des ouvrages, c'est que le visage des personnes dites âgées va beaucoup changer avec le vieillissement des baby-boomers. Le mythe du bingo, puis, tu sais, je veux dire, ils demandent d'autres choses. Ils vont vivre plus vieux, c'est bon pour nous, ça. C'est encourageant que la vieillesse va peut-être être vue différemment. Ça va être plus positif, c'est ça? Oui, cet été, j'ai été sur le bord de la plage, puis je peux te dire que j'ai vu 2 personnes, ces gens-là devaient avoir 60 ans, puis ils faisaient du kayak de mer. Là. On était à Sandbanks de façon beaucoup plus proactive que moi, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, le visage va changer, puis on ne pourra plus les aborder de la même façon. Le contexte social est beaucoup trop différent. Donc, les gens qui travaillent en géronto, les intervenants, les travailleurs sociaux, même les préposés aux bénéficiaires dans leur façon d'aborder le patient va devoir changer leur approche. Donc, on est en constante évolution. Donc, autant
on a le tabou de vieillir, autant on veut bien vieillir parce qu'on vit plus longtemps. Alors, on n'a pas avantage à ce que la fin de sa vie soit complètement désagréable. On veut que ça soit en paix et serein et tout. Merci beaucoup. Le plus possible. Oui, c'est excellent. C'est vraiment un très, très bon sujet. Encore une fois, j'aimerais ça que tu nous mentionnes ton blog. C'est une des façons de te connaître un peu plus ou d'aller chercher peut-être plus que ce que tu écris, en plus des chroniques ici. Donc, donc c'est le www.castetesimplecite.com. Ça me fait toujours plaisir aussi d'échanger avec vous. C'est un blog, donc on peut envoyer des commentaires. On en jase. Je ne suis pas une experte, mais je m'intéresse beaucoup aux troubles de la caboche ou à tout ce qui concerne ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, Ève, encore une fois. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons maintenant au micro avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, la télépathie. Pierre? J'ai juste une question. Pour prouver un acte de télépathie, il faut qu'il y ait beaucoup de témoins, puis il faut que ça soit un endroit public. Ben la télépathie, en fait, c'est pas quelque chose qui se compare, par exemple, à des miracles ou des... Non, mais pour prouver la validité. Mais tu vas voir, tantôt, je vais parler d'un test qu'on nous propose dans l'article. Pour voir si ça... Tu vas voir. Okay. S'appelles-tu des cuillères aussi par l'esprit? Là, on parle d'autre chose. Non, ça, c'est d'autre chose. Ouais. Mais si on regarde la définition du dictionnaire Larousse sur la télépathie, on nous dit... transmission de pensée ou d'impression quelconque d'une personne à une autre en dehors de toute communication par les voies sensorielles connues. Bon, c'est clair. Alors, je vais poursuivre la lecture de mon article de M. Éric Pigani. Alors, il nous parle de M. Johar C. Ahmed, qui est psychothérapeute et qui s'intéresse au phénomène de télépathie. Il nous dit « Ça paraît étonnant, mais Freud lui-même a fait des remarques pertinentes sur la télépathie, souligne ce monsieur, sur l'importance du facteur émotionnel, par exemple, qui favorise la transmission de pensée. Malgré ses résistances et ses prises de position fluctuantes, Freud a en effet écrit la psychanalyse nous a préparés à admettre les phénomènes comme la télépathie en insérant l'inconscient entre le physique et ce que l'on a appelé jusqu'ici le psychisme. Les chercheurs sont allés très loin, surtout en ce qui concerne les facteurs psychologiques qui favorisent l'apparition des phénomènes psy. En utilisant les tests de personnalité, les parapsychologues ont vérifié qu'ils sont plus fréquents chez les extravertis que chez les introvertis. Et autre facteur, c'est l'environnement. Élevé dans une famille qui n'a pas d'a priori contre les phénomènes paranormaux, on aura nettement plus de chances de développer des facultés télépathiques. Cette influence est d'ailleurs prise en compte pour les expériences. Quand les chercheurs sont accueillants, chaleureux et prennent plaisir à jouer avec les étudiants, les résultats sont automatiquement positifs. Si les sujets sont soumis à un régime d'inquisition, les résultats sont au contraire neutres ou négatifs. Ouais. Maintenant, je saute un peu plus loin et on nous parle des artistes. En parapsychologie, les artistes seraient nettement plus sensibles que la moyenne d'entre nous. En 1997, une expérimentation réalisée avec 128 artistes au laboratoire de parapsychologie à l'Université d'Édimbourg en Écosse a démontré que plus on est créatif, plus on est réceptif aux phénomènes paranormaux, aux psy. Pourquoi? Parce que certaines qualités psychologiques liées à la créativité, c'est-à-dire l'ouverture aux émotions, aux nouvelles expériences de la vie, l'empathie, la tolérance et surtout l'imagination, facilitent leur apparition. Et reproduite en 1998, l'expérience a confirmé ce que depuis 20 ans, toutes les études menées en laboratoire avec des artistes avaient déjà relevé. Les musiciens sont les champions de la télépathie, avec des résultats de 25% supérieurs en moyenne, car ils passent leur temps à tenter d'exprimer leurs émotions et qu'ils ont l'habitude de communiquer entre eux sans échanger un mot ou un regard. Et maintenant... Mais ça, c'est pas la connaissance de travailler depuis longtemps ensemble? C'est pas ça qu'on nous dit. Si on pense que, en fait, les musiciens communiquent par la musique, donc par des ondes. Il n'y a pas de paroles souvent. Un peu comme nous, qui est habitué de travailler ensemble. Peut-être qu'on développe aussi comme une espèce de
un deuxième sens qui fait qu'on saisit. Ça fait longtemps que tu es dans le même groupe, tu sais parfaitement les repères de l'autre. Tu sais mieux lire les peut-être les intonations. Normalement, ça devrait aider, oui. Ouais. Maintenant, le test. Tester la télépathie chez soi dans des conditions quasiment scientifiques, c'est possible. Nous vous invitons à expérimenter un jeu de société paranormale qui nécessite 12 cartes postales, 2 dés à jouer, du papier et un stylo. L'idéal est d'être 3, c'est-à-dire un contrôleur qui organise la séance, un agent qui envoie le message et un sujet chargé de recevoir le message. Le but du protocole suivant est d'éliminer au maximum les indices qui pourraient consciemment ou inconsciemment vous mettre sur la voie. Le contrôleur doit avoir au préalable acheté 12 cartes postales les plus différentes possibles et qu'il est le seul à connaître. N'utilisez pas de cartes à jouer. Elles sont trop identiques. Alors, ce qu'on fait, c'est que seul dans une pièce, le contrôleur prépare les cartes en les divisant en 3 paquets de 4 cartes. L'agent attend dans une autre pièce tandis que le sujet est en train de se détendre. Le contrôleur présente à l'agent les 3 paquets de cartes face retournée. L'agent lance les dés. Sans la montrer au contrôleur, il prend la carte correspondant au tirage des dés. S'il tire le 7, il prend la 7e carte, donc la 3e du 2e paquet. Cette carte sera ce qu'on appelle la cible. Le contrôleur emporte les 2 paquets non entamés dans une pièce à part. L'agent retourne la carte et sur son écran mental, la regarde le plus attentivement et le plus objectivement possible, en l'envoyant au sujet par la pensée. Le sujet note et dessine alors sur une feuille tout ce qu'il voit passer sur son écran mental et tout ce qu'il ressent. Il peut également s'enregistrer sur un magnétophone. Je n'aurai pas le temps de lire jusqu'au bout comment fonctionne l'expérience, mais allez-y vous-même si vous avez la chance d'avoir l'Internet. En fait, l'article s'appelle « Et si nous étions tous télépathes ». OK. Pierre, peux-tu nous rappeler par quel auteur déjà? C'est M. Éric Pigani. C'est P-I-G-A-N-I. Merci beaucoup. Sujet donc de la télépathie. Merci, Ghislain. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques mots pour conclure cette émission encore magnifique de Folie douce. On faut bien se donner des fois des... C'est toujours mieux de lancer les fleurs nous-mêmes. Oui, alors Ghislain Malo ici présent et Pierre. Donc, on se lance pas le pot. Non, absolument pas. On a entendu évidemment des chansons au cours de l'émission. On a pu entendre au tout début L'amour le jour. Du groupe Le Couleur. Oui, un groupe québécois, je pense. Oui. Hein? On a écouté Kind of Awkward. Du groupe de Damn Truth. Oui, on a pu entendre dans la deuxième demi Apprendre à mentir. Oui, de Lydia Kipinski. Et à l'instant, Puzzle. Oui, de Barcella. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical, Ghislain et Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde également. Bienvenue. Merci pour ton sujet sur la télépathie qu'on a pu produire justement pendant les 2 blocs Espresso et Espresso allongé. Je remercie notre invité Éric Maisonneuve qui est du réseau Hommes Québec qui a pu nous entretenir, nous expliquer un petit peu la réalité justement des hommes. C'est souvent des délaissés, donc c'est intéressant d'en entendre mieux parler par Éric Maisonneuve. On a eu notre collaboratrice F. Cardinal qui nous a parlé pour sa part du vieillissement en santé mentale. Alors, c'était le menu de l'émission Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop